toujours un plaisir. Merci d'abord de m'inviter. Merci à tout le monde d'être là. Et donc, on va entrer un peu vite dans les vifs du sujet. Et donc, dans la présentation, vous voyez, par exemple, je parle de challenge, les enjeux. Et donc, les enjeux, c'est, évidemment, nous savons, c'est lorsque vous êtes dans une compétition, il y a des enjeux. Soit vous pouvez gagner, soit vous pouvez perdre. Donc, on va retenir que enjeu, c'est en termes de compétition. Après, on a le potentiel. Nous savons tous ainsi un peu avec notre formation, la formation que vous êtes en train de subir en ingénieur, que le potentiel, c'est juste quelque chose que vous devriez normalement avoir, mais cela ne signifie pas que vous pouvez concrétiser ça directement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de l'énergie potentielle, c'est l'habilité qu'a un corps à faire du travail. Mais cela ne signifie pas que le corps peut impérativement faire ce travail-là. Et donc ici, vous voyez, je parle un peu de l'énergie, évidemment, l'énergie potentielle que j'ai donnée. Je vais commencer d'abord par quelque chose qui vient du fait que j'ai fait une partie de mes études ici en Belgique. Et donc, il existe quand même certaines choses qu'il faudrait lire qu'on les mette, évidemment. Parce que quand on parle de l'Afrique, souvent, le regard occidental, les gens ont l'habitude de penser que l'Afrique, c'est comme un pays. C'est pour ça que quand vous voyez un Africain, vous dites « Ah, les Africains », donc vous avez une idée que nous tous, nous sommes dans un bloc, c'est un même pays, on a les mêmes choses et tout ça. Et donc ici, c'est pour ça que je vais juste vous donner quelques exemples pour qu'on voie déjà que la complexité déjà qu'on peut trouver en Afrique, c'est, regardez par exemple, si je prends la distance entre ici, je prends la distance ici de l'Europe occidentale, donc je pars par exemple du Portugal jusqu'à Moscou, vous voyez cette distance me fait à peu près 3768 km. C'est ça la distance. Je fais la même chose en Afrique. Je prends la distance entre la Gambie, qui est là, avec le Somalie. Vous voyez déjà que je suis à 6796 km de distance. Et là, je suis sous terre. Et donc, si je prends maintenant l'Algérie avec l'Afrique du Sud, eh bien, on est à 6894 km. Et si je prends par exemple l'Égypte à l'Afrique du Sud, les deux pointes aussi, de l'autre côté, on est quasiment à 6435. Donc on voit déjà cette complexité que l'Afrique, ça reste quand même un continent qui est beaucoup plus immense, avec énormément de pays, 54, je pense que maintenant on parle de 55 pays, parce que le Soudan a été divisé en deux. Et donc maintenant on va parler un peu de cette complexité-là, comment est-ce qu'on peut expliquer ça. Alors, voilà ma petite présentation. Donc, on va parler un peu des enjeux énergétiques en RDC face aux enjeux globaux, donc tout ce qui se passe dans le monde. Ma petite introduction, donc je ferai une petite introduction, je parlerai un peu de potentiel et challenge, donc le potentiel et les enjeux. C'est pour ça que j'avais commencé d'abord par expliquer qu'on comprenne d'abord c'est quoi l'enjeu, c'est quoi un potentiel et tout. Après, je vais parler de la politique énergétique en RDC. Je vais donner des exemples en Afrique, mais je vais un peu me focaliser sur mon pays qui est la RDC. Et puis, je vais parler de quelques perspectives. Et enfin, on va terminer la présentation avec une conclusion. Donc, comme nous le savons tous, l'énergie, c'est l'être humain. L'être humain, c'est de l'énergie. Nous tous déjà ici, pour que nous soyons là, pour que vous puissiez arriver ici, vous étiez obligés de manger quelque chose et de convertir une partie de votre nourriture pour vous permettre de marcher, pour vous permettre de réfléchir, pour vous permettre de faire quoi que ce soit. Et donc, ça, on retient ça. Donc, ceci signifie que, comme l'être humain, c'est de l'énergie, on ne peut pas dissocier l'être humain avec de l'énergie. Donc, on peut se dire qu'il faut bien regarder, on a des sources de production pour pouvoir produire de l'énergie, il faut l'utiliser. Et pour quitter de la production à l'utilisation de l'énergie, eh bien, il y a un paramètre important, c'est les taux de conversion, ou soit aussi qu'on peut appeler le taux de conversion ou l'énergie efficiency. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Donc il ne suffit pas seulement d'avoir une source de production d'énergie, que vous pouvez directement mieux, par exemple, l'utiliser ou la valoriser en termes de travail utile. Et donc il y a un paramètre important, c'est quel est le mécanisme qu'il faudra mettre en place pour pouvoir convertir cette énergie-là. Je donne quelques exemples là. Les corps humains, tels que nous sommes là, nous travaillons comme étant un radiateur, parce qu'on doit être chaque fois, essayer d'être en équilibre thermodynamique avec le milieu environnemental. Et pour ce fait, on est obligé de dépenser 100 watts, à peu près, tous ici. Donc, dans les conditions normales, on dépasse 100 watts pour pouvoir nous permettre d'être en équilibre. Je prends un autre exemple. Si vous prenez par exemple un petit bonbon de chocolat qui a 2400 kJ, si vous le consommez, regardez ce que vous pouvez faire avec ça. Vous pouvez marcher 15 km à pied, ne fût-ce qu'avec cette énergie-là. Bien. Ou soit encore, si vous voulez optimiser, eh bien, vous pouvez faire 40 km, mais à ce moment-là, à vélo. Et donc, vous voyez déjà que l'utilisation d'une machine permet d'accroître, évidemment, comment est-ce qu'on peut mieux utiliser de façon beaucoup plus efficiente de l'énergie. Donc,
on retient aussi que le corps humain, par exemple, l'ordre des grandeurs des conversions d'énergie pour tous les corps humains, généralement c'est de 20 à 25%. Donc ça signifie que nous consommons beaucoup plus et nous utilisons moins. Donc le corps humain n'est pas efficient. C'est pour ça qu'après un certain âge, si vous n'arrivez pas à beaucoup dépenser toute l'énergie que vous consommez, la conséquence c'est que vous allez commencer à prendre du poids. Parce que vous avez accumulé évidemment une bonne partie de cette énergie-là. Alors ici je donne quelques exemples ici, on peut aller, on voit très bien que si nous voulons parler par exemple des conditions humaines, regardez même cette conférence ici, j'arrive à projeter parce qu'on utilise de l'énergie. Nous arrivons à suivre parce qu'on a une certaine mise au point de l'énergie qu'on doit utiliser. Donc toutes les activités humaines nécessitent de l'énergie, le confort que nous pouvons avoir demande de l'énergie, et la santé elle-même aussi, l'être humain aussi, la santé, ça donne une implication de l'énergie. Donc on peut juste calculer, ou soit on peut déterminer la qualité de la vie d'une personne en ne regardant que la quantité d'énergie que la personne utilise. Donc l'énergie utilisée peut vous donner une idée sur la qualité de vie. Je donne juste un petit graphe ici, qui, ici je prends des énergies renouvelables, on voit très bien que nous sommes, ça c'est le cas de l'Afrique, on voit très bien en 1971, vous voyez là où on était à quasiment à 4000 pétajoules, et aujourd'hui on est en 2022, on a quasiment doublé. Donc on peut se dire, en regardant seulement l'évolution, n'est-ce pas, de la consommation énergétique ou la demande d'énergie, qu'on peut se dire que pas mal de pays en Afrique commencent petit à petit à aller vers une vie de plus en plus meilleure. Alors, quelques types d'énergie, on sait déjà, on peut avoir de l'énergie thermique, l'énergie chimique, nucléaire, électrique, ainsi de suite. Mais ce qui est important, ce n'est pas seulement d'avoir cette énergie, c'est de pouvoir convertir ça, comme j'avais dit, pour pouvoir valoriser. On aura besoin de sources, de la conversion, ainsi que de l'efficacité. Je vous donne quelques exemples ici de la consommation énergétique. On est quasiment dans un global où nous sommes dans le monde. Ici, ça, ce sont les données qui ont été publiées en 2020, qui donnent la quantité d'énergie. On voit très bien que dans le monde entier, c'est plus le pétrole. C'est le pétrole qui est beaucoup plus consommé en termes énergétiques. À part le pétrole, on voit bien que nous avons le charbon, même si on parle beaucoup plus qu'il faut. Donc jusque-là, jusqu'en 2020, on utilisait le charbon, était la deuxième source d'énergie dans le monde. Après, nous avons le gaz naturel. Après, regardez, nous avons l'hydroélectricité. L'énergie nucléaire, c'est 4%. Et puis, tout ce qui est énergie renouvelable, c'est 6%. C'est très faible. Maintenant, nous prenons ceci. Nous regardons ne fût-ce que la production d'énergie, énergie électrique. Donc, sur ce graphe ici, de ce côté, on voit très bien que la grande quantité d'énergie électrique est produite à partir du charbon. Donc, on utilise beaucoup plus de charbon pour pouvoir produire de l'énergie électrique dans le monde. Après, nous avons le gaz naturel, qui vient en deuxième position. Après, on a l'hydroélectricité. Après, nous avons les énergies renouvelables. Après, on a l'énergie nucléaire. Mais regardez, par exemple, le pétrole, qui est beaucoup plus consommé de ce côté-là, mais on voit ici qu'il contribue qu'en termes à 3% seulement dans la production de l'électricité. Et donc, ici, voyons un peu maintenant le cas de l'Afrique. Cette carte ici, évidemment, va vous montrer, ici, je mets évidemment la demande d'énergie primaire en Afrique. Ça, ce sont les données de l'AUEA en 2019. Vous voyez très bien que c'est trop faible. On a les pays d'Afrique du Nord s'en sortent beaucoup plus mieux, donc les pays maghrébins. Après, vous avez quelques pays, et quand vous prenez l'Afrique subsaharienne, vous voyez très bien que c'est tellement déproportionné. Si je prends par exemple la RDC, c'est 5%, l'Angola 2%, l'Afrique du Sud c'est 21%, et pourtant l'Afrique du Sud, c'est ça le moteur économique de l'Afrique. Donc c'est le pays le plus industrialisé de l'Afrique, comme on peut le voir. Et donc ici on voit très bien, alors il y a eu des politiques qui ont été menées pour pouvoir dire que qu'est-ce qu'on ferait d'ici 2040 en Afrique pour pouvoir évidemment augmenter la consommation de l'énergie. Comme je l'avais dit, qui dit vous consommez plus d'énergie, ça signifie que vous avez une meilleure vie, donc vous avez une même qualité de vie. Donc pour pouvoir améliorer la qualité de vie, il faut juste améliorer la production et la consommation de l'énergie. Et ici on voit très bien que ce qu'on appelle Africa PES, donc le cas de l'Afrique, on veut bien qu'en 2040 par exemple, qu'on augmente beaucoup plus. Vous voyez le bois énergie, c'est le bois énergie qui est beaucoup plus consommé jusqu'à aujourd'hui, donc on va voir ça après. Après vous avez les quelques énergies à bas carbone qui sont là. Après vous avez le solaire qui devrait, vous voyez déjà ici qu'en 2010, on n'a presque pas du solaire, et pourtant il y a un grand potentiel du côté de l'Afrique, mais on veut bien que d'ici 2040, qu'on puisse augmenter
la consommation en termes ou la production de l'énergie avec le solaire, l'hydraulique, le gaz, et qu'on diminuerait beaucoup plus un peu tout ce qui est hydrocarboné, donc le carbone, le charbon, ainsi de suite. Et on voit très bien que, ici, ça c'est le PIB, on voit bien que plus la consommation de l'énergie va augmenter, on voit bien que le PIB aussi va suivre de façon évidemment croissante aussi. Alors ici je donne quelques exemples de consommation d'énergie. Ici, on a ici en tonnes équivalent pétrole. Regardez, ici on a l'Afrique du Sud qui est le premier moteur en Afrique, qui est là, le premier. Après vous avez le Gabon. Après le Gabon, regardez la RDC, elle est là. C'est pour ça que je vais parler du contraste. Donc on va regarder ça, on va voir pourquoi est-ce que la RDC c'est un cas à part. Alors, en termes de comparaison, hein, si je compare un peu la RDC, je compare avec la Belgique et l'Afrique du Sud, ça signifie que la quantité d'énergie que peut consommer un Belge équivaut à 3 Sud-Africains. Donc un Belge consomme 3 fois d'énergie qu'un Sud-Africain. Maintenant, si je compare maintenant un Belge avec un Congolais, vous voyez déjà qu'on est quasiment au-delà, ça quasiment 12 fois. Donc on parle de 12 à 15 fois. Donc la quantité d'énergie que peut consommer un Belge équivaut à la quantité d'énergie que peuvent consommer, évidemment, je pense que c'est, on a du 4, ça fait 12 Congolais. Donc ça c'est en termes d'ordre de grandeur, et à partir de ça, vous pouvez déjà calculer ou soit déterminer le PIB et tout ce qui va avec. Alors, ici, on va parler un peu de qu'est-ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut aller dans la politique en Afrique. Il y a 3 choses importantes qu'on voulait bien développer. La première des choses, c'est qu'il faut accroître l'utilisation, par exemple, du pétrole liquéfié. Ça, c'est la première des choses, ce qu'on appelle l'Africa Case. Deuxième chose, il faut introduire de plus en plus de ce qu'on appelle le cook stove, donc utiliser des moyens de cuisson propres. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est déjà en train de travailler. Et puis après, il faut promouvoir tout ce qui est comme les solutions qui sont appelées clean solutions, qui sont solutions propres. Et donc, on voulait bien, d'ici 2030 déjà, on voit que l'Afrique pourrait avoir 1,5 milliard d'habitants. Donc la croissance démographique, je pense qu'elle est vraiment très forte. Et donc, il faudra faire un effort pour utiliser que 37% proviennent de solutions. Donc 37%, je pense bien, c'est les cuissons améliorées, donc améliorer les cuissons. Et puis 37% ici, donc 37% sur le gaz de pétrole liquéfié, c'est ce qu'il faut beaucoup plus promouvoir. Et le 26% qui resterait, ça serait les autres types de solutions propres. Voilà, c'est la politique qu'on veut, évidemment, énergétique de l'Afrique jusque-là. Et donc ça, ce sont des cas qui existent déjà. Vous voyez déjà que quand nous prenons le cas ici en 2018, 2019, même jusqu'à maintenant, on voit très bien que c'est plus le charbon de bois qui est utilisé comme source énergétique. Et donc, eh bien, il faut inverser la tendance pour aller vers d'autres types de solutions. Alors, ici, je vous donne quelques exemples. Hein. Ici, vous avez, premièrement, on a quelques pays d'Afrique avec le nombre de populations qui n'ont pas accès à la cuisson propre. Regardez mon pays qui est là au milieu, ces 80 millions de Congolais n'ont pas accès à la cuisson propre. Donc si je prends par exemple l'Algérie, en Algérie on a 3 millions, le Maroc c'est inférieur à 1 million, donc comme je l'avais dit, on voit très bien que les pays du Maghreb plutôt s'en sortent beaucoup plus mieux que d'autres pays. Mais évidemment, il y a pas mal de disparates aussi. On voit qu'en Afrique du Sud, c'est quasiment 8 millions de Sud-Africains qui n'ont pas accès à la cuisson propre. Alors ceci, donc ça, ce sont les quelques politiques à annoncer. Donc évidemment, on voulait aller évidemment vers 2040 pour pouvoir accroître l'utilisation. On veut bien l'utilisation du gaz, diminuer, on va aussi diminuer un peu le charbon et surtout le pétrole pour pouvoir promouvoir d'autres sources d'énergie. Alors, prenons quelques exemples sur la RDC. La RDC, c'est un pays que vous connaissez. Ici, je prends la carte de la RDC, je mets ça avec l'Europe. Comme ça, vous avez au moins une idée. Donc, vous voyez déjà que quand je prends la RDC, ça prend quasiment énormément de pays européens. Et on voit très bien ici que ici on a la mer, ainsi de suite. Donc, si je peux couper un peu tout ce qui est surface là-bas, et ça peut facilement rentrer dans mon pays. Donc, la RDC, c'est 2 354 310 km². C'est 60% des réserves du bassin Congo, comme ça on appelle le bassin Congo. Donc, on a l'Amazon et puis après on a le bassin du Congo. C'est le deuxième pays le plus large d'Afrique après l'Algérie. Donc avant c'était le troisième parce que c'était Soudan, Algérie et RDC quand le Soudan était subdivisé et donc la RDC est devenue deuxième. Et donc la RDC, on a ce qu'on appelle le fleuve Congo.
le fleuve Congo que Mobutu vantait, il appelait le majestueux fleuve Congo. Pourquoi? Parce qu'il est majestueux, c'est 4700 km en termes de distance du fleuve Congo. Et son débit, en moyenne, c'est 41 000 m3 par seconde. Donc ça, c'est le débit qu'on peut avoir au niveau du fleuve. Et donc, ceci signifie que 52% de la réserve d'eau douce en Afrique se trouve au Congo. 52% de toute la réserve d'eau. Et la population, évidemment, avec la guerre, on est autour, on parle autour de 92 millions à peu près. Donc, on voit très bien que si nous regardons, on voit que la RDC n'est quasiment pas presque habitée, parce qu'on a 39 habitants par kilomètre carré. Donc, la démographie, elle est beaucoup plus faible. Quelques exemples, quelques comparaisons. Alors, si vous prenez 470 000 km, c'est comme si vous faites le voyage Paris-Bruxelles 15 fois. Et là, vous êtes toujours sur le fleuve Congo. Autre chose aussi, quand vous prenez le débit de 41 000 m3 par seconde, c'est comme si vous avez 18 les chutes de Niagara. Ça équivaut à 18 fois les chutes de Niagara en termes de débit. Ceci équivaut à 15 fois la Meuse, qui est évidemment un bon exemple plus parlant pour vous. Voilà. Donc il faut prendre la Meuse 115 fois pour pouvoir trouver le débit qu'on a sur le fleuve Congo. Alors, quels sont les potentiels? Comme je vous avais dit, le potentiel, ça ne veut rien dire si vous n'êtes pas capable de le valoriser. Le potentiel ici, en termes de biomasse, on a la biomasse, on a des réserves de pétrole, on a le gaz naturel, on a le solaire, c'est 70 gigawatts à peu près, on a aussi le charbon, on a de l'uranium, et puis après nous avons les potentiels hydrauliques. En termes d'hydraulique, vous voyez que la RDC a un potentiel de 100 gigawatts en termes de potentiel, mais tous les 100 gigawatts, ça c'est pour tous les pays. On est sur Inga, on a à peu près 44 gigawatts en termes de potentiel exploitable au niveau du site Inga. Alors, pourquoi j'ai dit, c'est quand même le contraste congolais. Regardez, avec toutes ces ressources, avec toutes ces potentialités, regardez, le taux d'accès à l'électricité en RDC ne dépasse pas 15%. Ne dépasse pas 15%. Ça, j'appelle ça le contraste congolais. Et ici, on voit très bien que la quantité d'énergie utilisée au Congo provient beaucoup plus du bois. C'est plus le bois. Le bois constitue 85% de la quantité d'énergie utilisée et 15% provient d'autres types de ressources. Même le pétrole et tout ça, on va mettre ça dans le 15%. Alors, ici, je vous donne la carte, évidemment, qui illustre bien le potentiel. On voit très bien qu'on ne va pas beaucoup s'attarder là-dessus. On voit bien ici que nous avons les quelques centrales hydroélectriques qui existent. Vous voyez, c'est tout ce qui est en rouge. Et ici, on est le Inga, c'est là. Ça, c'est le fleuve Congo, il est là. Il commence par ici. Il est là. Et puis après, il va aller jusqu'à l'océan Atlantique. Donc, vous voyez que c'est quand même... Et tout ce qui est en bleu, ce sont des potentiels où on peut bien faire de l'hydroélectricité. Ici, on peut tenter de faire l'éolienne, mais avec des vitesses de vent qui ne sont pas beaucoup plus fortes. Là, on peut faire de la géothermie. On peut faire aussi quelques géothermies. Et on peut faire aussi du solaire. Donc ici, je donne l'exemple uniquement du potentiel hydroélectrique. On voit très bien que c'est pour tous ces potentiels hydroélectriques. Et donc ici, on a le potentiel solaire, évidemment. On voit très bien que la partie qui est vraiment supérieure, c'est tous les Katanga avec le Maniema. C'est la partie qui a un potentiel beaucoup plus élevé. Kinshasa, c'est beaucoup plus, légèrement un peu faible, c'est entre 4,5 et 5 en moyenne. Autre chose aussi qu'on peut faire, c'est on peut utiliser aussi tout ce que nous avons comme potentiel en termes d'agriculture, en termes de résidus d'agriculture qu'on peut convertir en énergie. Et donc, on a cette carte qui montre ça. Et puis après, ici, on peut parler aussi du biogaz. On a évalué aussi le potentiel de production du biogaz sur tous les pays. On voit bien que le potentiel, il est là. On peut aller à produire jusqu'à 6 gigawattheures par an en termes de biogaz. Donc, c'est pas mal non plus. Et donc ici, on a le potentiel géothermique. On voit très bien, on a quelques sources thermales au Katanga, on en a aussi une au Congo central. Il y a aussi quelques petites sources au niveau de la région du Kivu. Et ici aussi, on peut avoir les autres types de ressources, comme j'avais dit. On a par exemple le charbon, nous avons l'uranium, on a le méthane, on a les hydrocarbures, on a voilà, quelques ressources. Je vais aller beaucoup plus, voilà, on va parler un peu des chiffres, comme ça c'est beaucoup plus mieux. Alors, regardez pourquoi j'appelle le contraste congolais. Observons ces trois graphes ici. Premièrement, ici, ça c'est la quantité, par exemple, de pétrole qui est exportée. Donc, ça signifie la RDC produit à peu près 49,3 pentajoule de pétrole et tout est exporté.
Et à la place, la RDC, elle fait quoi? Elle importe du pétrole qui vient de l'extérieur. Donc vous avez 31,0, donc ça c'est la consommation interne, et tout ce qui est comme les vols internationaux en consomment à peu près 5,4 et le 31. Donc si j'ai fait 5 plus 31, je trouve évidemment un chiffre qui est en deçà du 41. Les mieux à faire, ça serait quoi? Ça serait de convertir le pétrole et l'utiliser sur place. Mais peut-être que dans les discussions, je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on est arrivé là. Alors ici, on regarde maintenant, ça c'est la consommation énergétique de la RDC. Ici, je prends le projet, le rapport de CIE et de 2011 qui a été encore validé en 2014. Je pense qu'en 2019, il n'y a pas eu énormément de changements. On voit très bien que 93,3% de l'énergie consommée à l'RDC provient de la biomasse. C'est ce qu'on appelle le bois énergie. Les gens cuisinent avec le charbon de bois ou avec du bois tout court. Donc ça, c'est la quantité. Et on voit très bien que 4,1% provient de quoi? Ça provient de tout ce qui est produits pétroliers. Ça, c'est 4,1. Et le 2,6% qui reste là, c'est ça la production d'électricité. Et dans cette production de l'électricité, 99,4% c'est uniquement l'hydroélectrique. On a 0,3%, c'est quasiment les solaires, et la biomasse, c'est 0,2%. Alors ici, on voit très bien que quelques disparités. Regardez, ça je prends les grandes provinces de la RDC et puis je vous donne comment est-ce que l'énergie électrique évidemment est produite. On voit très bien que la zone la plus électrifiée c'est Kinshasa, qui avoisine à peu près 42%. Mais tandis que les autres régions, vous voyez que c'est quasi rien. Donc il y a des endroits où quand vous êtes venu à la RDC, il n'y a pas d'électricité. Il n'y en a pas. Et donc les gens utilisent beaucoup plus charbon de bois. Alors, autre chose aussi, c'est, on va parler un peu la partie évidemment ici sur le potentiel de Inga. On a 3 zones, vous voyez, on a 3 zones là, ce sont les 3 zones où on produit de l'hydroélectricité. Vous avez le Katanga, depuis très longtemps, donc le Katanga qui est là. Et puis vous avez la Ruzizi vers le sud Kivu, et puis vous avez Zongo et le projet Grand Inga. Et donc le Inga lui-même, c'est 44 gigawatts. On va voir un peu à quoi correspond à 44 gigawatts. Et ici, par exemple, je vous donne, ça c'est la ligne haute tension qui quitte Inga, qui va jusqu'au Katanga, et une partie va jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc à un moment donné, la RDC présente, je peux dire 15% en termes de couverture électrique, mais elle exporte le courant. Vous voyez, donc c'est pourquoi j'appelle ça, c'est le contraste congolais. Voilà. Et donc ici, quelques exemples. Je prends uniquement, on va faire la comparaison uniquement du potentiel du Grand Inga. Le 44 gigawatts équivaut à 44 centrales nucléaires, 40 à peu près, en termes de comparaison. Donc, ne fût-ce que sur Inga, vous pouvez y installer 40 centrales nucléaires, la quantité d'énergie qui peut être produite, ne fût-ce sur le site Inga. Ceci correspond à quoi? Correspond à la consommation de toute la Belgique en hiver, là où le pic est beaucoup plus demandé. Ça signifie quand il fait très froid, vous rentrez chez vous à la maison, tout le monde se décide de s'échauffer, de cuisiner, de repasser et tout. Donc la Belgique demande à peu près, c'est 11 gigas à peu près, et donc cette capacité-là permet évidemment d'alimenter la Belgique en période haute pendant l'hiver 4 fois. Et donc ici, on voit très bien que ce potentiel, il est beaucoup plus grand, il est 2 fois plus grand que le plus grand barrage que les Chinois sont en train de construire. Alors, quelles sont la politique actuelle énergétique de la RDC? Premièrement, il faut regarder un peu en termes d'institutions. On a vu quand même la réforme légale qui a permis évidemment de libéraliser le secteur énergétique. Ça a déjà commencé à porter du fruit parce que maintenant, les particuliers peuvent investir dans la production et la commercialisation de l'énergie électrique. Donc ça, c'est quelque chose de bien parce que quand vous allez par exemple dans le Kivu, vous trouverez qu'il y a pas mal de gens qui commencent maintenant à investir dans cela parce que l'État ne sait pas tout faire. Ça, c'est quelque chose. Deuxièmement aussi, on a commencé évidemment à promouvoir l'intégration évidemment au niveau de transfrontalier. Donc ça c'est la loi de 2014 qui permet de libéraliser les secteurs de ceci, et ceci commence maintenant à porter du fruit parce qu'on commence à avoir des partenariats publics-privés qui peuvent évidemment investir dans la production de l'électricité. Avant, la production de l'électricité c'était le monopole de la SNEC, donc vous ne pouvez jamais investir là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on veut en termes de la RDC? Quelle est la politique qu'on a? On s'est dit, écoutez, on consomme énormément du bois énergie. Le but serait de diminuer le bois énergie et d'aller vers des consommations beaucoup plus renouvelables. Et donc, il faut accroître
il faut qu'on puisse, la puissance évidemment qu'on a sur Inga, il faut qu'on puisse accroître ça, l'hydroélectrique, c'est quand même, ce sont des énergies qu'on peut dire propres, il faut qu'on accroître ça, et il faut aussi qu'on valorise beaucoup plus le solaire. Donc voilà, ça ce sont les deux cas. Je mets, mais évidemment on peut aussi valoriser et financer. Et puis après, actuellement, il faut utiliser de nouvelles technologies. Il existe maintenant plusieurs nouvelles technologies dans la production de l'énergie. Il faut aussi aller vers ce cas-là pour pouvoir accroître la consommation, ainsi de suite. Et donc, on voit très bien qu'avec toutes les données, la question la plus importante qu'on peut se poser, vous et moi, faudra-t-il parler de la transition énergétique ou de la croissance énergétique en RDC? Vous conviendrez avec moi que, quel que soit ce que nous allons mettre en place comme politique, ça serait difficile de dire qu'on va faire de la transition. Donc ça serait beaucoup plus un peu la croissance, mais ce que nous proposons, c'est de faire une croissance dans laquelle on tient compte des erreurs qui ont été commises par d'autres pays. Donc il faut tenir compte de ça. Donc vous faites la croissance, mais vous tenez compte des erreurs qui ont été commises ailleurs pour pouvoir sauver évidemment l'environnement, ainsi de suite. Alors ça, c'est quelques exemples. Et ici, je donne quelques chiffres. Hein, qu'est-ce qu'on voulait? On voulait bien... Ici, il faut diminuer, je m'excuse, hein, ici, il faut bien, comme je l'avais dit, hein, ça c'est Africa Case, hein, le cas de l'Afrique, on avait dit, il faut valoriser le charbon de bois, que ça soit bien produit en termes de technologie et tout, le système de cuisson propre, hein, le gaz de pétrole liquéfié, mais pour la RDC, on voit très bien que nous, ce qu'on doit faire, c'est plus produire de l'électricité avec l'hydroélectrique, parce qu'on a une très grande capacité là-dedans, et puis créer des réseaux de connexion, d'interconnexion et tout ceci, et puis après, promouvoir tout ce qui est puissance propre. Et donc, on va diminuer sensiblement l'impact sur l'environnement. Alors ici, je vais vous donner quelques exemples rapidement. Je prends l'exemple j'ai pris deux pays, l'Afrique du Sud, qui est le moteur économique, et l'Algérie. On voit très bien ici, hein, on ne va pas trop regarder tous les chiffres, il y en a, si vous voulez, je peux vous laisser la présentation, mais regardez seulement que si en RDC, on s'est décidé aujourd'hui de dire que nous, chaque Congolais doit avoir le même niveau de consommation énergétique qu'un Sud-Africain. À l'heure actuelle, nous devons multiplier notre production en termes d'énergie par 9,32 pour pouvoir avoir ça. Il faut le faire. Si nous disons par exemple que non, il faut avoir le niveau de l'Algérie. Vous voyez déjà que je vous avais dit que l'Algérie, c'était inférieur à 1% en termes de couverture énergétique. L'Afrique du Sud, c'est à peu près au-delà de 80%, 86 ou 90%. Mais on voit très bien que si nous voulons avoir le niveau de consommation énergétique pour l'Algérie, il faut seulement 3,39. Pourquoi cette différence? Regardez, l'Algérie, c'est un grand pays, mais regardez les données ici, moins d'habitants. Le nombre d'habitants en Algérie est beaucoup plus faible que ce soit en Afrique du Sud et tout ceci. Donc quand vous calculez, vous faites les correspondances, vous allez vous dire que non, pour pouvoir atteindre les niveaux de consommation énergétique par habitant, eh bien, il faut multiplier par 3, tandis que pour l'Afrique du Sud, il faut multiplier par 9. Alors, quelques exemples ici pour aller chuter. On voit très bien que ce que je disais, que nous, ça c'est le schéma que nous proposons. On fait de la croissance, évidemment, énergétique en utilisant des énergies renouvelables, en utilisant des technologies qui sont beaucoup plus pertinentes en termes de consommation d'énergie. Ceci aura un impact sur le produit intérieur brut et ici pourra permettre d'atteindre le développement durable. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas, hein, ça je l'ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas directement dire que non, parlons de la transition énergétique? Parce qu'actuellement, quand vous regardez les niveaux d'émissions de CO2 ou de pollution, l'Afrique tout entière ne contribue qu'à 3%. C'est 3% seulement. Donc vous ne pouvez pas demander aux gens qui contribuent qu'à 3%. Je vous avais expliqué toute l'Afrique un peu, on a regardé les dimensions. Vous ne pouvez pas leur demander de faire aussi autant d'efforts. Donc il faudra que les gens qui polluent plus puissent diminuer leur pollution. L'Afrique va augmenter, puis à un moment donné, on trouverait un bon équilibre qui plairait à tout le monde. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit. Donc on a un cinquième de la population mondiale, mais on ne pollue qu'en termes de 3%. Donc, voyez, donc il faut évidemment pouvoir trouver un équilibre entre ces données-là. Alors, pour conclure, on voit très bien que la RDC on ne doit plus parler, on ne peut pas parler par exemple de la transition, on peut beaucoup plus parler de la croissance énergétique, mais évidemment j'attire votre attention, mettons en tête qu'il faudra utiliser de nouvelles technologies et promouvoir directement les solutions vertes directement.
Et puis après, il faut promouvoir, surtout pour le cas de la RDC, on propose de créer un mix énergétique. Ça signifie que vous pouvez utiliser l'hydraulique, vous pouvez utiliser le solaire, vous pouvez utiliser la géothermie, le gaz et tout ça. Ceci permettrait évidemment d'accroître la production de l'énergie aussi. Actuellement, il y a un grand projet qu'on appelle le projet Grand Inga, qui, les discussions sont en cours avec le groupe australien Fortescue. Et donc, c'est que Fortescue veut créer, veut produire, veut développer le 44 gigas au niveau de Inga, dont une partie, autour de 20 à 25, serait transférée à Banana pour produire de l'énergie, de l'hydrogène vert, et l'hydrogène vert serait produit ailleurs pour pouvoir créer. Donc ça, c'est un grand projet, évidemment, donc produire de l'hydrogène vert. Après, on a une agence qui a été créée, qu'on appelle l'ANSER, qui a pour mission, évidemment, de promouvoir tout ce que nous avons comme électricité en milieu électrique. Avec ça, je vous dis merci. Je suis allé un peu trop vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Normalement, il y a pas mal de données et tout, mais je pense que si vous avez des questions et tout, n'hésitez pas. On a largement le temps pour des questions. Voilà, c'est bien. On aura même prévu qu'à 12h45, ceux qui doivent aller en cours peuvent quitter, mais les autres peuvent rester un peu plus longtemps. On a le territoire ici. Oui. Toute l'après-midi s'il faut. À moi l'honneur pour les questions. Le projet Inga, tu sais un peu nous dire où il en est? Parce que, voilà, c'est là, parce que je suis allé. Voilà. Alors, Inga, normalement, on parle de Inga 1 à Inga 8. Hein, donc, ce sont des étapes. Inga 1 à Inga 8. Actuellement, on a seulement Inga 1 et Inga 2, avec Inga 3 aussi. Donc, c'est Inga 3, c'est à peu près, on a 11 MW. Donc, voilà. Donc, jusque-là, on est arrivé à 3. Mais le but, c'est de développer 4, 5, 6, 7, 8 pour avoir le potentiel de 44 gigawatts. Okay. Et ils sont déjà opérationnels de 1 à 3? Le 1 et les 2 fonctionnent encore. Le 3